Bonjour, voilà donc aujourd'hui ça va être la suite de la première partie de la stéréoisomérie optique. Dans la première partie, je vous rappelle que nous avons vu la définition du carbone asymétrique et la détermination de la configuration absolue dans les différents cas, c'est-à-dire en fonction des répartitions spatiales de l'atome de carbone et des substitutions qui l'entourent. Donc aujourd'hui nous allons voir la suite et ça va être les représentations spatiales. Alors, représentation spatiale, on va prendre le cas de deux carbones asymétriques comme exemple. On va commencer par la projection de Kram. Je vous rappelle que la projection de Kram n'est tout simplement que le résultat d'une écriture de la molécule telle que vous mettez autour du carbone asymétrique deux liaisons dans le plan, une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan. Donc les liaisons d'un carbone asymétrique hybride sp3 sont dans deux plans perpendiculaires. Deux liaisons dans un plan, une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan, comme d'ailleurs représenté ici. Et donc au résultat, nous allons avoir deux possibilités formées par les deux carbones asymétriques, soit une conformation dite chaise ou bien une conformation dite bateau. Cette conformation elle est faite grâce aux liaisons qui sont dans le plan. Les autres liaisons sont devant et derrière. Voilà donc les deux schémas possibles. Et la molécule, elle va et elle bascule d'une forme vers une autre en fonction des effets stériques. Et là, vous voyez bien les deux flèches qui montrent que la même molécule, exactement la même, elle peut adopter ces deux conformations. Donc la conformation, en fait, c'est autre chose par rapport à l'isomérie, et il ne s'agit pas ici de changement de configuration absolue du tout. C'est la même configuration, c'est la même molécule, c'est la même chaîne, c'est la même fonction, c'est la même position, tout est le même. Sauf que dans l'espace, les liaisons, elles s'orientent différemment et donc on obtient des conformations différentes. Voilà, donc ça c'est le cas de carbone asymétrique. Bon, la suite. On prend comme exemple l'acide 2,3 dihydroxypentanoïque. Alors, pour cet acide, vous avez donc ici la chaîne principale, la voici. Elle contient 5 carbones. L'acide pentanoïque, donc la fonction c'est OH, 1. Deuxième carbone ici, troisième carbone là, plus 2 carbones, ça fait 5 lithium. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez observer? Que les liaisons qui sont dans le plan, en dehors des liaisons en avant et en arrière, forment une conformation dite chaise. La liaison, elle tourne autour d'elle-même, et quand elle tourne autour d'elle-même, eh ben, le CH3 il va faire une rotation d'à peu près 180 degrés. Il va se retrouver en haut, le C2H5 il va se retrouver en haut, et donc on obtient une conformation bateau. C'est la même molécule, et remarquez aussi que la preuve que c'est la même molécule, c'est les configurations. Nous avons les mêmes configurations. Ici, vous avez S, S, là aussi nous avons SS. Donc, du fait que nous avons affaire à la même configuration, ça veut dire que ces deux conformations concernent une seule et même molécule. Vous savez, quand il y a deux carbones asymétriques, il y a un total de 4 possibilités, 4 stéréoisomères. Parce que si les deux carbones, un est S, l'autre est S, représentent une possibilité, si vous changez, vous allez avoir par exemple RR, ou bien vous allez avoir RS, ou bien vous allez avoir SR. Donc un total de 4 stéréoisomères. Comment on sait que c'est 4? Eh bien parce qu'il y a deux carbones asymétriques et nous savons que le nombre de stéréoisomères est égal à 2 puissance n, et n c'est le nombre de carbones asymétriques. Donc ça fait 2 puissance 2, ça fait 4. Voilà donc les 4 au total. Donc ça compte pour une seule, parce que c'est la même configuration SS. Ce sont juste des conformères. Comme d'ailleurs ceux-là, ils peuvent avoir leur propre conformère. Donc nous allons avoir ici 4. Une molécule qui est SS, qui tourne autour d'elle-même de manière continue, et elle passe d'une conformation chaise à une conformation bateau, après elle revient, etc. La même chose, on obtient RS, SR et RR.
ces mêmes stéréoisomères RR, RS et SR peuvent aussi avoir leur propre conformère décalé ou éclipsé, chaise ou bateau, etc. Voilà donc tout simplement comment on fait pour déterminer la configuration. Allez, je vous prends comme exemple pour déterminer la configuration, par exemple celui-là, là où j'ai mis le curseur en rouge. Regardez S. Comment on a su que c'est S? On va voir les atomes qui tournent, qui sont autour de ce carbone asymétrique. Nous avons le O, le H, le C et le C. Alors, parmi les 4 atomes CCOH, le plus grand c'est O, donc c'est le premier. Le dernier c'est H, c'est le quatrième. Donc reste à trouver entre le 2 et le 3. Pour trouver entre le 2 et le 3, il faut aller à l'atome suivant. Là, vous avez un carbone. Après le carbone, vous avez un oxygène. Là aussi, vous avez un carbone. Après le carbone, vous avez un oxygène. Mais là, vous avez 2 oxygènes. Donc, c'est le COH qui est le plus grand. Donc, le premier, ça va être OH, ensuite le COOH, ensuite le reste de la molécule, enfin le H. Ça fait, donc, la flèche 1, 2, 3, 4. Regardez, dans quel sens elle tourne? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire c'est S. Voilà. Alors, comment on a fait ensuite pour trouver R? Regardez ce S et regardez ce R. Ce même groupement. Observez bien. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait un petit changement. Sans chercher la configuration. On a permuté entre OH et H. Regardez. H, il prend la place de OH et OH, il prend la place de H. Le fait de faire une permutation, nous avons vu dans la première partie qu'une permutation correspond à une inversion de configuration. Donc le fait qu'on a permuté le S, il devient R. La même chose ici, vous remarquez qu'on a permuté entre OH et H. Allez, on passe à la diapo suivante. Représentation spatiale toujours de carbone asymétrique. Alors les cas stéréoisomères sont reliés à l'aide de leur configuration absolue. Effectivement. Nous avons des couples d'énantiomères qui sont des inverses optiques, c'est-à-dire NZF c'est quoi? RR inverse de SS, ou RS, son inverse c'est quoi? C'est SR. Et vous avez les autres couples, et on les appelle les diastéréoisomères qui ne sont pas images. Par exemple, RR et RS ne sont pas inverses, donc on les appelle des diastéréoisomères. Voilà, je les ai résumés ici. De toute manière, vous avez RR, le stéréoisomère RR, ça veut dire un carbone R, l'autre carbone R. Avec le deuxième stéréoisomère SS. RR, c'est l'inverse de SS, ou c'est l'image de SS. On les appelle des énantiomères. Est-ce qu'il y a un autre couple d'énantiomères? Oui. RS avec SR sont des couples d'énantiomères aussi. Est-ce que SR et SS sont des inverses? Non, ils ne sont pas inverses, ils n'ont rien à voir. Les deux, on les appelle alors diastéréoisomères. Tous les autres qui ne sont pas inverses sont appelés diastéréoisomères. Donc il y a des couples de diastéréoisomères qui ne sont pas images, qui ne sont pas opposés, qui ne sont pas inverses. Il y a des couples qui sont énantiomères, tels que le couple RR avec SS ou le couple RS avec SR. Alors, une deuxième forme. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la forme de Cram. La forme de Cram, je vous ai dit, c'est deux liaisons dans le plan, une en avant, une en arrière. Il y a une deuxième forme des molécules, un deuxième dessin, parce que la molécule ne change pas, c'est la même molécule. C'est la façon de la regarder qui diffère. La deuxième forme, c'est Newman. Alors, pour faire la forme de Newman, on prend un exemple. L'acide 2,3 dichloropentanal en forme projective. Pardon, j'ai écrit dichloro. Je vais effacer tout de suite le di. Voilà. Voilà, donc je reviens. Donc j'ai effacé dichloropentanal en forme projective. Alors, d'abord en forme projective. Regardez, la molécule, elle est dessinée ici. On va essayer de l'observer dans la direction de la liaison entre les deux carbones asymétriques. Regardez l'observateur. Dans ce sens, il va regarder la molécule pour observer la forme de Newman. Vous savez c'est quoi la forme de Newman? La forme de Newman, ça permet de voir un carbone et cacher un autre carbone. L'autre carbone, on l'appelle le carbone éclipsé. Celui-là, c'est le carbone observé que j'ai mis en tache rouge ici. Donc l'observateur, lorsqu'il se met de ce côté-là, il ne va voir qu'un seul côté. Pourquoi? Parce que le CHO, il lui cache le C2H5. Le chlore qui est devant, il cache l'autre chlore, l'autre côté. Et l'hydrogène, il cache l'hydrogène. Donc lui, il ne voit en fait que ces trois liaisons. Si vous vous mettez à sa place, à la place de l'observateur ici, qu'est-ce que vous allez voir?
vous allez voir par rapport à vous, en haut, vous allez voir c'est HO. Voilà. Si vous vous mettez debout, ici, vous allez essayer d'observer, comme le H, il est à l'intérieur de l'écran, l'autre côté de l'écran, donc si vous mettez debout ici, vous observez, il va être à votre droite. Si le chlore, il sort de l'écran, il est devant l'écran, en face de moi, que je suis observateur, celui qui se met là, il observe, il l'aura à sa gauche. Voilà donc le résultat. Voilà la forme de Newman, une partie de la forme de Newman de l'atome que j'ai mis ici en rouge. CHO, H à droite, chlore à gauche. Voilà le carbone observé. On va continuer l'autre partie. Comment maintenant on va imaginer l'autre carbone toujours en se mettant ici pour pouvoir compléter la molécule. Voilà. Donc on va essayer d'observer maintenant le deuxième carbone, toujours à partir de la même place. À partir de la même place, je vais mettre un cercle ici. Voilà ce qu'on va observer. Si on ignore par exemple cette partie, comment elle est cette partie-là? Vous allez voir C2H5 par rapport à l'observateur, il est en haut. On va le mettre ici en haut à partir du cercle. Le chlore, comme il est devant l'écran, il sort de l'écran. Donc, d'après l'observateur, il est à sa gauche. C'est vrai, le voilà. Et le H, comme il est à l'intérieur de l'écran, l'observateur qui se met debout ici, il va le voir à sa droite. Voilà, donc on a vu tout à l'heure le carbone observé, maintenant le carbone caché. On les a vus tous les deux. On va essayer de les superposer, les deux, pour obtenir la forme de Newman. Là voilà, la superposition des deux schémas aboutit à la forme de Newman. Et voici donc la superposition. Vous avez ici donc le carbone observé, le carbone caché, si vous mettez l'un sur l'autre, et voilà le résultat final de la molécule. Le carbone, les deux carbones sont ici, de la molécule qu'on avait tout à l'heure, le dichloro, le 2,3-dichloropentanal. C'est la forme de Newman. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous regardez bien, vous remarquez que cette forme de Newman, elle a une certaine particularité. On l'appelle d'ailleurs forme de Newman éclipsée. Pourquoi? Parce que vous avez des liaisons qui éclipsent d'autres, qui cachent d'autres. Le CHO, il cache C2H5. Le H, il cache le H du cercle. Le chlore, il cache le chlore du cercle. Ça, c'est le dessin d'une molécule, de la même molécule qu'on avait tout à l'heure, on a dessiné selon la forme de Newman. Pour avoir le conformeur décalé à partir de l'éclipsé, on peut par exemple effectuer une rotation de 60 degrés. C'est vrai, si vous prenez le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, le voilà. D'ailleurs, je les ai colorés cette fois-ci, j'ai fait exprès. C2H5, je les ai colorés en bleu, H en vert et le chlore en violet. Comme ça, vous allez les voir tourner. Vous prenez par exemple le cercle. Vous le tournez soit à droite, soit à gauche, comme un volant. Vous le tournez soit à droite, soit à gauche. Vous pouvez le tourner soit de 60 degrés, de là jusque là. Ou bien de 120 degrés, c'est de là jusque là. Ou bien, qu'est-ce que je répète? Excusez-moi. Donc de là jusque là. Si vous le faites de là jusque là, c'est 120 degrés. Ça, c'est 120 degrés. C2H5, si vous le faites tourner de 180 degrés, il est en haut, il devient en bas. Si vous le faites tourner seulement de 60 degrés, eh bien 60 degrés, ça va être là, à peu près au milieu. C'est ça, 60 degrés. C2H5 qui va être là. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc voilà, on fait une rotation. On aurait pu faire la rotation soit à droite, soit à gauche. On peut tourner aussi le point quand vous voulez. Vous avez la libre attitude de tourner la molécule quand vous voulez. C'est-à-dire, la molécule n'attend pas votre permission pour tourner. Tout le temps, elle est en rotation. C'est pour ça qu'on obtient des conformères. Vous ne pensez pas que la molécule va rester figée comme ça. Cet atome de carbone, point, il tourne tout le temps autour de lui-même, et l'autre carbone cercle aussi, il tourne autour de lui-même dans les deux sens. C'est pour ça que la molécule peut avoir des formes qu'on a vues tout à l'heure, chaise ou bateau, mais dans la forme de Newman, on ne va pas les appeler chaise et bateau, on va les appeler éclipsées ou décalées. Regardez là, toutes les liaisons sont comme une étoile, on les appelle aussi étoilées. On voit maintenant, on observe tous les groupements. Toutes les substitutions sont observables. C'est la même molécule, ce ne sont pas deux molécules différentes. Du moment qu'on n'a pas fait de permutation, on n'a fait qu'une rotation, et qui se fait d'ailleurs tout le temps.
même C2H5 qui peut continuer à tourner, il va faire la tour autour de lui-même pour retrouver la forme initiale éclipsée. Voilà, on les appelle donc pas des énantiomères, on les appelle des conformères. Voilà, la troisième et dernière forme, c'est la forme de Fischer. Dans la forme de Fischer, il y a des conditions. La condition principale, il faut que la chaîne carbonée la plus longue est sur la ligne verticale. On va dessiner une ligne verticale et on va mettre que des carbones. J'ai dit chaîne carbonée, c'est-à-dire c'est interdit de mettre un hydrogène, ou un oxygène, ou un azote, ou un chlore, etc. sur la chaîne verticale. C'est ça la condition pour dessiner une forme de Fischer, de la molécule. Il ne faut prendre que les carbones pour les mettre verticalement, que des carbones. Okay. Deuxième condition, s'il y a un carbone oxydé, c'est-à-dire qui comporte des oxygènes, c'est lui qu'il faut mettre en haut de la chaîne. Parce que quand on dit la ligne verticale, il y a un groupement en bas et un groupement en haut. Celui qu'il faut mettre en haut, c'est celui le plus oxydé, qui correspond d'ailleurs à la nomenclature, c'est-à-dire le premier dans la nomenclature. Les carbones asymétriques sur les lignes horizontales. Effectivement, vous allez dessiner comme ça une ligne verticale et des lignes horizontales. Si je dessine ici deux lignes horizontales, ça veut dire que nous avons deux carbones asymétriques. Si on dessine trois lignes horizontales, ça veut dire que nous avons trois carbones asymétriques. Quatre lignes, c'est quatre carbones asymétriques. Parfois, on ne dessine les hydrogènes, on ne les dessine pas. Généralement, on met que les OH pour les observer, OH d'un côté ou l'autre, pour avoir une idée sur la distribution des groupements OH dans une molécule qui se présente en forme de Fischer. Alors, d'un point de vue spatial, si on regarde la molécule, les liaisons horizontales sont dirigées vers vous. Elles sont en avant, d'après le dessin. Regardez. Et les deux liaisons au summum, liaisons pointillées, ça veut dire qu'elles sont derrière l'écran, de l'autre côté de l'écran. C'est comme ça qu'elle se présente la forme de Fischer d'une molécule. Alors on continue, on prend un exemple, le 2,3-dibromo-butanal. Peut-on dessiner cette molécule selon la forme de Fischer? D'abord, pourriez-vous dessiner la molécule avant que je la présente? Butanal. But, ça veut dire 4 carbones. Butanal, ça veut dire qu'il y a la fonction aldéhyde. Donc vous avez 4 carbones. Sur le premier carbone, vous avez la fonction aldéhyde, c'est-à-dire C double liaison O et H. Vous avez sur le carbone numéro 2 et sur le carbone numéro 3 des bromes. Donc on a dit dibromo. Donc un brome sur le carbone 2 et un brome sur le carbone 3. Voilà la molécule. CH3, CH, CH, CHO, BR et BR sur le deuxième et troisième carbone. Si vous allez présenter en forme de Fischer cette molécule, je vous donne les étapes ici. Suivez les étapes progressivement de gauche à droite. D'abord, si je prends la molécule, je vais dessiner une ligne verticale qui doit correspondre au carbone. Parce qu'il y a ici 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Les voilà. 1, 2, 3, 4. J'ai dessiné deux lignes horizontales. Pourquoi? Parce que j'observe qu'il y a deux carbones asymétriques. Vous n'avez pas oublié c'est quoi le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, c'est un carbone qui est entouré par 4 liaisons différentes. C'est vrai, ce carbone, il a 4 liaisons différentes. Regardez, il est attaché à H, à BR, à CHO et au reste de la molécule. Idem pour celui-là. C'est un carbone asymétrique. C'est pour ça que j'ai dessiné deux lignes horizontales. Donc on commence comme ça. Donc deux carbones asymétriques, c'est deux lignes horizontales. Après quoi, il y a la condition de Fischer, elle vous dit que le carbone le plus oxydé doit être en haut. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en haut? Est-ce que c'est CHO ou CH3? On penche vers CHO, parce que c'est le plus oxydé, celui qui contient l'oxygène. Donc CHO en bas. Si le CHO est en bas, ça veut dire que le CH3... si le CHO est en haut, ça veut dire que le CH3 est en bas. Donc groupement oxydé en haut et chaîne carbonée, donc verticale avec le groupement méthyle en bas. Voilà, globalement, on a bien avancé dans le dessin de la forme de Fischer de cette molécule. Vous avez vu, c'est comme si on prend celle-là, on la retourne, on trouve la forme de Fischer. Très facile. Maintenant, on veut placer les bromes et les H qui restent. La manière de les placer, c'est une méthode vraiment au hasard, c'est arbitraire. Regardez qu'est-ce que j'ai écrit. Placement arbitraire des groupements. C'est-à-dire que vous avez le droit de les placer comme vous voulez. Vous allez faire les différentes combinaisons.
soit mettre les deux bromes d'un côté à droite, ou les deux bromes à gauche, ou bien un brome à droite et un brome à gauche, etc. Donc vous allez obtenir en tout cas un total de 4 possibilités. Comme il y a deux carbones asymétriques, il va y avoir 4 possibilités. Lesquelles? La première SS, ou RR, ou RS, ou SR, selon la configuration. C'est clair? Voilà, donc on prend, par exemple, on a mis les deux bromes d'un côté et H à gauche. C'est une possibilité parmi 4. Si vous voulez obtenir l'autre possibilité, vous la déduisez. Juste la déduire. Comment la déduire? En effaçant les deux bromes ici, en effaçant les deux H, et vous les mettez à l'envers là. Vous allez obtenir l'image. L'image, c'est l'inverse. Par exemple, on fait la configuration. Suivez bien la configuration d'un fichier, attention, hein, parce que quand même, il y a une particularité. Si, allez, on prend ce carbone asymétrique, là où il y a le point. Regardez bien. Ce carbone, quels sont les groupes qui sont attachés à lui? Il y a le brome, il y a le H, il y a le CHO, et le reste de la molécule. Alors, on va les numéroter, du plus grand au plus petit, d'après les numéros atomiques. Le plus grand, c'est le brome, bien sûr. Le plus petit, c'est l'hydrogène. Mais on remarque une chose qu'on a vue dans la première partie. On a dit pour déterminer les configurations, il faut que le quatrième soit en arrière. Mais d'après ce que je vois ici, que l'hydrogène n'est pas en arrière, il est en avant. Ce qui est en arrière, c'est plutôt le CHO. C'est le problème, on n'a même pas le droit de faire une permutation. Parce que si vous faites une permutation, ça veut dire que vous allez mettre le H ici à la place du CHO. Or, c'est interdit d'après Fischer. Parce que d'après Fischer, il ne faut mettre que les carbones sur la ligne verticale. Donc, il faut laisser comme ça. C'est quoi la méthode alors? On fait quand même la configuration malgré que l'hydrogène n'est pas en arrière. On l'a fait. Mais on l'a fait, sachant que pertinemment que l'hydrogène n'est pas en arrière. Donc, ce qu'on trouve, on va l'inverser. C'est-à-dire, si on trouve S, ça veut dire que ce n'est pas S, c'est R. Parce qu'en réalité, on devait inverser pour mettre H en arrière. Donc, cette configuration, elle est plutôt S. Elle est S, mais en réalité, elle n'est pas S. On a trouvé S, mais en réalité, elle est R. Pourquoi? Pour justifier, qu'est-ce qu'on dit? On dit parce que l'hydrogène, il n'est pas en arrière. De la même manière ici, on trouve S. Regardez, en numérotant le brome premier. Donc 1, 2, 3, comme ça. Dans ce sens, c'est quoi? Dans ce sens, c'est S. La même chose ici, c'était S. Dans ce sens. Regardez, suivez la rotation du point. S, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est S. Mais comme l'hydrogène n'est pas en arrière, vous ne mettez pas S, vous dites que c'est R au lieu de S. Voilà comment déterminer la configuration dans Fischer. Il faut vraiment faire attention, parce que Fischer, dans l'espace, les liaisons horizontales, c'est elles qui sont en avant, et les liaisons verticales, elles sont en arrière. Voilà, vérification donc des configurations absolues. Donc, on a fait au hasard et on a trouvé une molécule RR. Peut-on déduire les autres molécules? Oui, bien sûr, on peut les déduire en faisant juste, je reviens, en faisant juste des permutations. Si je vous demande par exemple de me donner la molécule SS, qu'est-ce que vous faites? Vous effacez les bromes, vous effacez les H et vous les permutez. Si je vous demande RS, vous gardez ce R et vous inversez ce brome avec ce H et vous obtenez le S. Alors, maintenant, une forme particulière des représentations spatiales, on l'appelle la forme méso. La forme méso, c'est soit en Fischer, ou en Cram, ou bien en Newman. C'est une molécule qui a deux carbones asymétriques, mais qui sont identiques. Ils comportent les mêmes groupements. C'est des groupements différents entre eux. Mais chacun, il porte les mêmes groupements que l'autre. Par exemple, le 2,3 diamino-butanediol. Regardez bien. Voilà. Butanediol. 1, 2, 3, 4. 4 carbones. Sur le carbone numéro 1, il y a aldéhyde. Sur le carbone numéro 4, il y a aldéhyde. Donc, il y a deux fonctions principales et on les appelle donc dial. La terminaison al, deux fois. Butane, parce qu'il y a 4 carbones, on l'a dit, butane. Maintenant, il y a deux groupements aminaux. Sur le 2 et sur le 3, on les appelle 2, 3 diamino. Alors, d'après ce qu'on voit, la molécule présente bien une stéréoisomérie optique. Pourquoi? Parce qu'il y a des carbones asymétriques. Là où je suis ici, c'est un carbone asymétrique. Il y a l'hydrogène qu'on n'a pas montré, qu'on ne montre pas. Il y a l'azote. Il y a le carbone qui porte le CO. Il y a le carbone ici qui ne porte pas le CO.
Ça veut dire que ce carbone est asymétrique. Idem pour celui-là. Celui-là, il comporte le H, il comporte le NH2, il comporte un carbone portant le CO et un carbone qui ne comporte pas le CO. Si vous regardez bien, vous observez bien cette molécule, vous allez voir que les deux carbones asymétriques sont identiques. Chacun, il porte les mêmes groupements que l'autre. Cette molécule, c'est comme si elle est symétrique. Voilà, les deux carbones comportent les mêmes groupements. Le nombre de stéréoisomères, donc, il est de 3 au lieu de 4. Donc, normalement, on trouve 4 quand il y a deux carbones asymétriques. Mais dans la forme méso, c'est 3 au lieu de 4. Pourquoi? Parce qu'il y a la RR, il y a la SS, il y a la RS ou la SR, parce que RS, elle est identique à SR. RR et SR sont énantiomères car images non superposables, mais RS et SR, vous allez les trouver identiques car elles sont images superposables. Voilà, pour confirmer ce que j'étais en train de vous dire, je vous les présente en forme de Fischer. La molécule qu'on vient de voir, c'est celle-là. Par exemple, RR et SS. On a fait Fischer, normalement. Ici, le plus oxydé, on a les deux. La molécule est symétrique. Voilà les 4 carbones ici. Deux lignes horizontales représentant les deux carbones asymétriques. On met au hasard et on fait la configuration. Quand vous faites la configuration, vous numérotez. Premier, c'est l'azote. Le H est le quatrième. Après, le CO, le deuxième. Donc, voilà la flèche. Dans ce sens. Dans ce sens, c'est quoi? Normalement, c'est R, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais on a dit dans Fischer, si on trouve R, c'est l'inverse. Ça devient S. Pourquoi? Parce que le H, là, sur cette ligne, il est en avant, il n'est pas en arrière. Donc, celle-là, elle est S. Celle-là, elle est aussi S. De la même manière, comme ça. On trouve R, qu'on inverse, elle devient S. OK? La même chose ici, le miroir. L'image de SS, c'est son inverse, c'est RR. On les appelle des énantiomères. Voilà, deux différents. Par contre, il y a deux autres. Normalement, il y a 4 SS, RR, SR et RS, mais il se trouve que celle-là, elle comporte un plan de symétrie. Celle-là aussi, un plan de symétrie, regardez bien. Il y a un miroir. Dans la même molécule, il y a un miroir. Il y a la partie du haut, elle est l'image de la partie du bas. C'est pour ça que si la partie du haut, elle est S, la partie du bas ne peut être que R. Parce que l'image de S, ce n'est pas S. Vous savez, l'image de S, l'image, ça veut dire l'inverse. L'image de S, c'est R. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis R quand on trouve S ici. Idem ici. Celui qui est en haut, il est R. Donc, son image, elle est S. Donc, la molécule, puisqu'il y a un plan de symétrie, elles sont donc des images superposables. Ça veut dire que c'est la même molécule. Si vous la prenez, vous la tournez comme ça, juste la tourner, la basculer la molécule, vous allez voir que vous allez retrouver celle-là, la même molécule. Vous allez la retrouver. Voilà, donc la forme méso, vous avez compris c'est quoi la forme méso? C'est lorsqu'il y a un plan de symétrie. C'est ça la forme de méso. Lorsqu'il y a deux carbones asymétriques, avec un plan de symétrie entre les deux, c'est-à-dire les deux carbones sont identiques, vous appelez la molécule méso. Et dans ce cas-là, il y a 3 stéréoisomères au lieu de 4. La différence, c'est que celle-là, elle est optiquement active, et celle-là, elle est optiquement inactive. Donc, vous avez bien vu. Donc, on va voir la partie activité optique. Ça va être donc la partie dans la prochaine vidéo. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Je vous remercie.